Mais au lieu de m'enrichir personnellement tout de suite, plus vite, je vais injecter cet argent dans la croissance. Et Ouais. c'est ça qui va faire la différence. Bonjour, bienvenue aujourd'hui. On a un grand honneur de recevoir un invité de marque et puis pour parler de croissance, vraiment de scaling, de croissance, tout ce que ça peut prendre pour amener une entreprise soit de zéro ou soit d'un certain point à un point où on a un énorme succès, une profitabilité ou pouvoir vendre. Aujourd'hui, on reçoit Georges Caram. Salut Georges. Merci Simon. Merci beaucoup de t'être déplacé. Je sais que tu es super occupé, fait Plaisir, que c'est vraiment super apprécié que tu sois là. bien apprécié. Ben écoute, je te lancerai peut-être avec une question champ gauche, mais puis je sais pas si tu as déjà pensé à ça, mais si on enlevait les titres actuels, Dragon, si on enlevait les exits, tu sais, les faits marquants qui sont connus, tu te décrirais comment à quelqu'un qui te rencontre la première fois? Voilà, là, c'est toujours un défi là quand je fais des conférences. C'est toujours quand ils me demandent de faire un peu la biographie, Oui. ça finit plus jamais. Puis je leur dis juste dites un entrepreneur opérateur dans le sens que, en effet, j'ai eu l'opportunité de démarrer quelques entreprises, faire l'acquisition, euh, me joindre à des entreprises, faire les dragons, maintenant faire Shark Tank au Liban. Et donc tout ça pour dire que j'ai vraiment plusieurs chapeaux que je porte, mais en fin de compte, je suis une personne qui aime travailler, qui aime atteindre des objectifs, qui aime le challenge, qui aime partager son information et ses connaissances. Et voilà, c'est surtout comme ça que je me définis. Pas par les titres, mais par qu'est-ce que j'aime faire et surtout l'impact que tu peux avoir sur les autres. Ben, puis j'écoutais, tu sais, plusieurs des entrevues que tu donnais, puis ça, puis ça m'a interpellé parce que c'est quand même audacieux comme point, mais j'adhère tout à fait à ça. Tu disais que les, à la base, ça prend comment je dirais, une motivation égoïste pour être entrepreneur. Faut être Ouais. tu peux-tu peut-être l'expliquer ton Ben, propos par rapport à ça? c'est pas, c'est-à-dire pour moi, être un entrepreneur, ça doit être une motivation intrinsèque. C'est quelque Hmm. chose qui vient de l'interne pour toi. Et égoïste, oui, parce que pour moi, être égoïste, ça veut dire qu'on veut quelque chose de mieux pour nous et pour la société, pour nos employés, pour notre famille. Et c'était ça, pour moi, la motivation au début quand je me suis lancé en affaires. Mais j'étais pas content avec mes conditions de travail. Donc, on peut dire peut-être j'étais égoïste. Je pensais à mes conditions, je regardais qu'est-ce que moi j'offrais pour la compagnie, puis qu'est-ce que la compagnie m'offrait. Et j'ai décidé de prendre le risque de me lancer en affaires. Et une chose, je le dis toujours, tu sais, dans une relation, que ce soit une relation d'affaires, une relation personnelle, une relation à la maison, c'est toujours une relation où est-ce qu'il doit avoir un retour sur l'investissement. Et malheureusement, dans la vie, quand tu réalises que tu n'as pas ton retour sur l'investissement, qu'est-ce qui arrive? Mais tu sors de cette relation. Que Hmm. ça soit un emploi ou que ça soit même un partenariat en affaires. Et donc, pour moi, ça, c'était vraiment aussi une leçon pour moi de m'assurer avec que ce soit mes investissements, que ce soit mes partenaires, que ce soit dans la vie ou au travail, parce qu'il y avait un retour d'investissement des deux côtés. Fait que- Parce que au final, ce que je comprends aussi, c'est que quand c'est difficile, parce que je fais référence aussi, il y a beaucoup de, tu sais, il y a une grosse vague de reprenariat en ce moment, fait qu'il y a Mhm. beaucoup de marketing qui est fait là-dessus, où Exact. on incite presque les gens à devenir entrepreneurs malgré eux, là, ou presque comme ça, puis à acheter des entreprises qui les passionnent peu, mais qui sont vraiment rentables. Tu sais, Ouais. au final, on va rencontrer des obstacles, puis c'est cette espèce de passion-là que tu exprimes, de motivation intrinsèque-là, qui va te mener à travers, c'est ça? Exactement, mais j'aimerais bien spécifier. Puis, tu sais, on pousse parfois beaucoup, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, que tout le monde peut être entrepreneur. Tu sais, c'est Mm. pas vrai honnêtement. Puis c'est pas tout le monde a besoin d'être entrepreneur. C'est pas tout le monde est fait pour être entrepreneur. Puis parfois on donne une image. Puis je pense que je l'avais répété à plusieurs fois. Quasiment on est en train de donner une image négative pour qu'un employé qui travaille, qui aime qu'est-ce qu'il fait faire dans la vie et qui le fait bien. Moi, quand j'avais à un moment donné mes deux enfants, j'ai deux enfants, ma fille a 28 ans, mon garçon a 26 qui travaille avec moi.
Puis ma fille, elle voulait pas être entrepreneur. Et puis je voyais qu'elle avait une pression, parce qu'à un moment donné, on parlait les trois ensemble. Puis j'étais obligé de communiquer avec elle que la réussite, c'est pas être un entrepreneur dans la vie. La réussite, c'est de faire quelque chose bien et de faire quelque chose que tu aimes faire et de le faire bien. Mon fils, Joseph, lui, il voulait être entrepreneur. Donc, j'ai dit à Joseph, donc ta réussite est mesurée par des KPI au travail, par des indicateurs de performance. Donc, pour moi, ça, c'est extrêmement important de choisir si on veut être entrepreneur ou non. Puis, pour l'entrepreneuriat, comme tu le dis, il y en a beaucoup de messages par rapport à l'entrepreneuriat et tout ça, mais il faut savoir, est-ce que tu es en mesure de prendre ce risque? Parce que qu'est-ce qui diffère un entrepreneur d'un leader, d'un gestionnaire, d'un intrapreneur, comme on les appelle, c'est ta tolérance au risque. Moi, je dis toujours, tu veux savoir si tu es un entrepreneur, regarde et comment tu te sens envers le risque. Tu vas quitter ton emploi, tu vas t'endetter, tu as une maison avec une hypothèque, peut-être tu vas réhypothéquer ta maison. Et donc, c'est ça qui fait que tu es un entrepreneur ou non. Quand je me suis lancé en affaires, moi, j'étais à l'aise avec ce risque. Mais c'est un risque calculé. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui disent, OK, mais je me lance. Non, tu ne peux pas te lancer sans vraiment calculer parce que, en général, ça prend beaucoup plus de temps pour réussir. Donc, Plus qu'on pense, en tout cas. oui, il faut être optimiste parce que, un entrepreneur, s'il n'est pas optimiste, ça ne fonctionne pas. Mais il faut que tu sois aussi réaliste dans tes plans. Puis ça, c'est parfois, je vois beaucoup d'erreurs des jeunes entrepreneurs. Ils ont un plan, ils ont assez d'argent juste pour démarrer, mais ils ne réalisent pas que si eux, ils ont pensé que ça va être 6 mois, mais ça prend parfois 12 ou 24 mois ou même 3 ans. Nous, ça nous a pris plus que 3 ans avant qu'on commence à voir les résultats. Donc, mais on avait bien planifié notre risque pour s'assurer qu'on avait assez de temps pour survivre. Arrivé jusqu'à ce moment-là. Tu sais, quand tu es parti, puis tu continues à faire partie d'entreprises qui démarrent, là, ce que je comprends, tu t'investis avec via le Dragon, l'émission des Dragons, mais puis aussi ailleurs. Tu sais, aujourd'hui, tu es parti des entreprises dans les années 2000 versus aujourd'hui. Qu'est-ce que tu trouves qu'est-ce qui a changé? Puis, c'est-tu plus difficile aujourd'hui? C'est-tu plus facile? Y a-tu plus d'opportunités, de moins? Comment tu vois ça? Écoute, ça dépend parce que qu'est-ce qui est, je pense, beaucoup plus difficile, c'est l'attente des autres, je vois. Tu sais, avec l'impact, avec la pression des réseaux sociaux, ce fait que tout le monde, se déclare entrepreneur. Si tu vas sur les sites sur Instagram ou Facebook, et donc tu vois la définition des personnes, tout le monde fait un profil, puis il s'appelle entrepreneur. Ouais. Donc là, il y a une pression de comparaison entre les autres. Et ça, on ne l'avait pas moi, ça fait quand même 26 ans, 27 ans au moins qu'on s'est lancé en affaires, moi et François, et même avant ça. Je pense que ma première compagnie, 97. Mais on n'avait pas cette pression de tout le monde alentour de nous. Et donc, parfois, parce que la pression, c'est bien, mais parfois, la pression n'est pas bonne pour toi. Et donc, ça a changé, mais en même temps, il y a quand même des opportunités avec l'accès à l'information, avec l'accès aux réseaux sociaux. Puis là, évidemment, on parle donc on est dans une nouvelle phase de changement important avec tout ce qui est intelligence artificielle, que ça va soit créer beaucoup d'opportunités pour des personnes qui vont s'adapter, ou ça va vraiment faire mal pour ceux qui ne croient pas que l'intelligence artificielle est là ou qui ne veulent pas s'adapter. Tu sais, l'adaptation, c'est un élément extrêmement important pour la réussite d'un entrepreneur. Oui, je pense que Darwin serait d'accord avec ça aussi pour les entrepreneurs, c'est un fait. Écoute, si on revient aux entreprises que tu as parties, parce que je m'intéresse beaucoup au fait que tu es un opérateur aussi, tu sais, je pense que tu l'as encore dans l'âme beaucoup. Là. Absolument. Je t'écoutais, je pense que c'était au Dérangeant récemment, tu as décidé de revenir plus présent dans le business pour coacher aussi ton gars, parce que tu trouvais qu'il a besoin peut-être de guidance un peu plus, mais si on revient au départ, là, quand tu as parti les entreprises, à quel moment? Parce que, tu sais, on ne se cachera pas, là, le Québec est formé de PME, puis il y a beaucoup de petites entreprises là-dedans qui vont très bien, mais qui ne passeront peut-être jamais le cap de, je sais pas, l'hyper-croissance, admettons, et qui vont rester rentables. Des compagnies artisanales. Oui. Et qu'est-ce qui fait à un moment donné, c'est quoi les leviers sur lesquels tu as travaillé? Parce que je pense qu'au début, il y a des compagnies de services là-dedans, entre autres. Puis ça aussi, c'est une grande majorité des entreprises de services qu'on a. Écoute, je pense qu'il n'y a pas de formule magique. Okay? Moi, je dis toujours, puis je l'ai écrit dans mon livre un peu, je parle des ingrédients de réussite. Okay? Puis, parce que s'il y a une formule qui est
magique ou qu'il y ait une formule qui est bien établie. Tout le monde peut l'appliquer, puis tout le monde va réussir. OK? Puis il y en a des éléments que tu as contrôle sur, puis tu en as des éléments, des ingrédients que tu n'as pas de contrôle. C'est ça qui fait la différence. Je vais m'expliquer un peu plus en détail. C'est comme déjà, si on parle du timing et de la chance, qui, selon moi, ça joue un rôle important dans la réussite, c'est des choses qu'on ne peut pas toujours contrôler. Puis surtout pour moi, quand je parle de ces deux éléments, c'est aussi pour se rappeler d'éviter de devenir arrogant en affaires. Parce que ça aussi, c'est un point, là, c'est l'ennemi de la croissance de l'entrepreneur, c'est devenir arrogant. Penser que là, maintenant, parce qu'on a réussi une formule quelconque, là, on connaît la formule, puis on est capable de refaire, puis c'est là où est-ce qu'on commence à faire des erreurs. Donc, déjà, tu as le timing et la chance qui peut jouer à ta faveur ou malheureusement parfois non. Mais moi, je dis toujours, tu sais, une compagnie, tu commences toujours avec un objectif clair. Tu sais, c'est quoi ton objectif, ta mission, un plan stratégique, puis tu sais, un bon plan d'exécution. Tu sais, après ça, dans chaque catégorie, tu as plusieurs éléments importants. Déjà, c'est que ton objectif clair, il faut que ça soit un objectif qui est aussi compatible avec le marché. Où est-ce que tu es? Est-ce que tu as le bon produit dans le bon marché, etc. Après ça, quand tu mets en place un plan stratégique détaillé, où est-ce que tu communiques bien ton message, tu vas faire un peu ton étude de marché, etc. Mais ça te donne un peu le plan qui va te guider dans l'exécution. Et après ça, quand tu commences l'exécution, mais tu sais, il y en a des éléments qui sont importants. La base, c'est d'avoir une bonne équipe. Puis, tu sais, ça a l'air simple, comme on le dit toujours, mais c'est vraiment l'exécution qui fait toute la différence. Toute la différence dans la réussite. On le disait toujours avant, c'est très facile d'avoir un plan stratégique. Surtout maintenant, même avec les AI et tout, ils peuvent te donner des très bons plans stratégiques. La différence toujours, c'est l'exécution de ces plans. Puis l'exécution, c'est quoi? C'est ça, c'est avoir les bonnes personnes dans les bons départements, communiquer les objectifs, motiver ton équipe, avoir vraiment des suivis, avoir une équipe qui se fait confiance. Donc, quand tu suis un peu tous ces ingrédients, mais tu vas avoir plus de chances à réussir. Puis, le point le plus important, pour ça, j'ai dit au début, le risque calculé, c'est avoir le temps, la persévérance, parce que à plusieurs reprises, c'est le temps qui tue les compagnies. Parce qu'ils peuvent avoir parfois le bon plan, ils peuvent avoir la bonne stratégie, les bonnes équipes, mais s'ils n'ont pas assez de temps pour l'exécuter, mais ils vont pas réussir, puis ils vont être obligés de fermer. Puis malheureusement, avec le temps, le point le plus important qui peut acheter du temps, c'est l'argent. C'est le cash flow. C'est le cash flow. Donc, quand tu gères bien ton cash flow, puis tu fais des forecasts, des prévisions pour 2, 3 ans et tu les suis, parce qu'il y en a beaucoup, ils font des forecasts, puis après ça, ils ne les regardent plus. Moi, je dis toujours, puis tu sais, c'est simpliste comme exemple, ça fait 25 ans, là, le monde va savoir mon poids. Je suis entre 190 et 192 livres. Pourquoi? Parce que c'est mon objectif. Je travaille en conséquence, donc je fais mon exercice, je mange, et je me pèse tous les matins. Si je vois qu'à un moment donné... Ça, c'est terrible, s'infliger ça. Ben, je sais, mais c'est la réalité. Puis quand tu es stable, ça va. Mais quand tu es en objectif de perte de poids, c'est plus difficile. Exactement. Ouais, effectivement. Ça pourrait être parfois, mais parce que le problème, c'est de ne pas arriver à être obligé de perdre du poids. C'est que tu commences tôt. Moi, j'étais chanceux, j'ai commencé cet exercice plus tôt dans ma vie. J'étais un peu peut-être trop focus sur ça. Mais le fait que je connais mon objectif, je le mesure, mais ça fait que à chaque fois je voyais que j'ai pris 2 livres de plus, par exemple, tout de suite, je fais un ajustement. Ouais. Et je le vois quand je pars en vacances parfois, où je suis fatigué, donc j'évite parfois même moi-même. Tout d'un coup, j'en ai 4-5 livres de plus. Ça me prend encore plus d'efforts, juste pour ça. Ouais. Puis c'est comme ça on travaille. Tu fais des forecasts, tu fais des prévisions, tu t'ajustes, tu l'exécutes, et tu fais vraiment ton post-mortem pour voir qu'est-ce que tu as bien fait, qu'est-ce que tu as mal fait. Puis au niveau, tu parlais de cash flow, tu parlais de main-d'œuvre. Au niveau des leviers, est-ce que il y en a d'autres? Parce que, puis de market fit, évidemment, là, ça c'est l'initial. Pour toi, ça prend combien de temps pour réussir en affaires? Quelqu'un qui commence, Wow. C'est un long shot, là, c'est un long run. Là. 100%. Écoute, parfois, il y en a des compagnies qui sont tellement chanceux, puis ils commencent avec
puis après 6 mois, 12 mois. Moi, je pense que quand je regarde alentour de moi, quand je regarde mon expérience avec mes associés, ça nous a pris 3 ans pour commencer à dire, OK, là, on est dans une phase, on est stable, on est capable de survivre, on est capable de commencer à investir pour la croissance. Parce Ouais. que tu l'avais dit, il y en a beaucoup de compagnies qui vont rester à ce stade de une mom and pop shop, on les appelle, ou une compagnie artisanale. C'est-à-dire, bon, ils font peut-être 1 million de chiffre d'affaires, puis ils n'arrivent pas à passer un peu de cette étape à une étape de Mhm. croissance. Il y en a il y en a quelques raisons, on va dire deux, mais une, parfois, comme je dis encore, c'est ton marché ou le timing que tu n'as pas peut-être toujours contrôle, mais il y en a aussi toujours la vision stratégique du long terme versus le court terme. Et je l'ai vu avec même nous-mêmes au début, on avait un peu cette vision où est-ce qu'on focusait beaucoup plus juste sur la profitabilité et on n'investit pas pour la vision du long terme, ce qui fait que ça produit peut-être des meilleurs résultats de profitabilité à court terme, mais ça ne te Mhm. donne pas cette opportunité de croissance, versus tu investis pour ton court terme, donc tu travailles, tu opères pour ton court terme, mais tu as toujours une partie pour travailler, pour investir dans ta vision de long terme, pour aller chercher cette croissance. Ouais, parce que ça prend l'investissement, t'as pas le choix. 100%. C'est Puis, ça qui est difficile parce que en même temps tu bâtis, en même temps que tu as la croissance, c'est pour ça que je te demandais le timing parce qu'en même temps, en même temps, tu dois investir aussi un peu pour la vision long ben terme. Donc, exactement, c'est des sacrifices que tu dois faire dans la compagnie. Puis, tu ouais. sais, en général, quand on est un entrepreneur, c'est quoi le sacrifice d'un entrepreneur? C'est tes dividendes, admettons. Donc, au lieu de dire, moi, je vais aller chercher 20% de profitabilité ou d'EBITDA dans ma compagnie parce que je veux maximiser mes dividendes, mais peut-être tu vas dire, tu sais quoi, moi, je vais accepter 10% au début Mhm. parce qu'il faut que tu gardes ta compagnie en bon état financier, mais au lieu de m'enrichir personnellement tout de suite, plus vite, je vais injecter cet argent dans la croissance. Et Ouais. c'est ça qui va faire la différence. Moi, on l'avait vécu avec Atalca, où est-ce qu'au début, on essaie de maximiser un peu cette profitabilité. On était jeunes, François et moi, puis on avait commencé à avoir de l'argent, puis on était excités par ça. Puis on a eu un wake-up call d'un client qui nous avait dit, à un moment donné, tu sais, Georges, est-ce que vous voulez rester un mom and pop shop? Où vous voulez, nous, on travaille aussi avec des grandes compagnies, puis c'est ça votre compétition. C'est des compagnies qui sont 10 fois, 20 fois plus grandes que vous. Mhm. Puis on ne peut pas continuer à travailler avec vous si vous allez rester comme ça. Puis pour nous, c'était vraiment un wake-up call, comme on dit, pour tout de suite dire, OK, nous, on a besoin d'investir dans notre infrastructure, dans notre recherche et développement, dans les opérations, dans le marketing, dans tout, pour s'assurer qu'on est capable de compétition avec ces compagnies qui sont établies. Ça, tu sais, ça fait partie, j'imagine, des aspects chance que tu dis, mais faut que tu l'entendes, ce Oui, commentaire-là, puis que tu en toujours. fasses quelque chose Exactement. aussi. Là, tu sais, Oui, oui. tu parlais de. Tu sais, ton livre, c'est Déjouer le destin, mais c'est aussi jouer avec le destin, là, j'imagine, C'est jouer tes cartes. c'est sûr, tu vois, parce que tout le monde dit oui, la chance est là, puis la chance, nécessairement, parfois, c'est pas ça. Ça pourrait être, tu sais, un meeting, une rencontre que tu n'avais pas planifié avec quelqu'un. Puis c'est Ouais. ça qui est arrivé avec nous dans notre business, qui nous avait donné beaucoup de nouvelles opportunités. Comme je dis, ça pourrait être parfois une situation externe que tu n'as pas de contrôle. Mais clairement, l'adaptabilité, écouter tes clients, écouter ton marché, écouter tes employés, fait en sorte qu'on est capable donc de s'ajuster quand il faut pour vraiment trouver la bonne solution et la bonne recette. Parle-moi donc, tu sais, je sais que quand on est impliqué dans les opérations, évidemment, on s'intéresse aux ventes, au volet Toujours, vente. c'est Puis, sûr. je t'ai écouté raconter certaines anecdotes de tes directeurs de vente et tout ça, mais que- est-ce que tu trouves que qu'est-ce que tu observes où la vente a changé à travers les années, puis où est-ce que c'est rendu aujourd'hui? Ben, parce que moi, j'ai toujours été, à part d'une compagnie que je travaillais avec, que c'était je les appelais les George Clooney de ce monde, là, parce Ouais, que c'est la compagnie qui était ouais. comme vraiment numéro un dans son domaine. J'ai toujours été un peu le underdog dans mes compagnies. C'est-à-dire que quand on s'est lancé dans les centres d'appel, François et moi, que ce soit AIVA, la compagnie technologique, ou Atelka, le centre d'appel, on était la petite compagnie qui démarre. Hmm. Donc, toujours, tu as besoin de travailler plus fort que les autres pour réussir. Puis, tu sais, pour moi, ça, c'était un peu la clé. C'est que pourquoi, toi, comme client, tu vas choisir
Georges Caram et Atalca, Georges Caram et François Lambert, qui est une compagnie qui vient de démarrer, qui est à risque. Ouais. Et tu vas pas prendre la compagnie que ça fait 25 ans, ils sont dans les centres d'appel, qui sont établis, qui ont un bon chiffre d'affaires. Tu sais, c'est ce service additionnel que tu vas leur donner, c'est l'attention que ça va faire la différence. Et donc, pour nous, ça a toujours été ça qui nous avait aidé à avoir la croissance dans Atalca dans le temps, puis faire en sorte que on a démarré Atalca en 2003, puis en 2012, on était 3000 plus employés, 100 millions de chiffre d'affaires. C'était cette attention, c'est pas prendre pour acquis nos clients. Puis pour cela que quand j'ai eu l'opportunité d'investir dans Cognibox en 2019, ça c'était comme ma troisième compagnie après Atalca, ensuite de ça Genetec, puis donc on avait fait l'acquisition de Cognibox, une compagnie qui avait beaucoup de potentiel, qui était assez bien établie au Québec, mais nous on avait un plan de croissance à l'international ou à l'extérieur du Québec. J'avais réalisé que l'équipe faisait un bon travail. Mais tu sais, un bon travail ne fait, il ne te donne pas, il ne te fait pas gagner Dans leur zone contre de une confort, grande compagnie qui fait aussi un bon travail. Tu sais, on dit toujours, il y a quelque chose en anglais qu'on dit toujours, You're never gonna get fired if you choose IBM. Dans le sens que si toi, comme un employé, tu as le choix pour faire un choix technologique et tu choisis. Donc, si tu veux te protéger, qu'est-ce que tu penses que tu vas faire? Tu vas aller avec la compagnie, un IBM ou Microsoft. Puis si ça fonctionne, tant mieux, tu étais le wise dans la compagnie. Et si ça fonctionne pas, tu dis, ben, c'est pas ma faute, là, j'ai choisi la meilleure compagnie. Mais imagine-toi, au lieu de choisir IBM, tu choisis l'équivalent de la petite compagnie de Georges Caram. Donc, tu prends une responsabilité que si ça fonctionne pas, ils vont te dire, tu as pris un risque. Ouais. Et c'est ça l'être humain. Il faut toujours penser. Donc, moi, quand je me mets devant un client ou un prospect, je me mets toujours dans ses souliers pour dire, OK, comment il pense pour que je puisse le vendre mon idée. Et c'est ça le point le plus important toujours, c'est écouter nos clients, comprendre qu'est-ce qu'ils veulent, comprendre c'est quoi vraiment leur problème pour répondre à leurs problèmes. Fait que tu demandais à tes équipes ou toi-même, tu passais beaucoup, parce que tu l'as fait un jour, tu l'as fait de tes mains, là, j'imagine. Tu faisais beaucoup de recherches, j'imagine, pour, tu sais, quand on parle d'arriver à un pitch ou d'arriver à un moment de vente ou une première rencontre, tu faisais beaucoup de recherches sur le prospect en tant que tel. Exactement. Essayer d'aller chercher le maximum d'informations. Exactement. Puis c'est ça que j'avais réalisé quand j'avais commencé avec Cognibox, c'est que on arrivait, puis comme j'ai dit, on avait une belle présentation, mais on n'avait jamais des bons résultats. Et là, à un moment donné, je commençais à être un peu tanné de ça, puis donc j'ai pris un peu l'équipe comme en contrôle, puis j'ai commencé à gérer un peu plus l'équipe de vente. Puis je dis, dès maintenant, là, chaque prospect qu'on a, on va se faire une task force, comme on dit, une équipe qui a le marketing, vente, opération, R&D. On va se préparer, on va lire tout le site web du client, on va comprendre leur mission, on va se faire une présentation 100% personnalisée pour le client, on va la pratiquer ensemble, puis on va se présenter tous en même temps avec une belle présentation pour faire un travail excellent. Et c'est ça qui va nous donner peut-être la chance de même de réussir, parce qu'encore là, tu fais compétition avec des compagnies qui sont bien établies. Ouais. C'est ça qu'on avait fait. Puis ça prenait, tu sais, l'être humain, là, il a peur toujours de faire des changements. Tu sais, la gestion du changement dans une compagnie, c'est un élément important. Que ce soit une nouvelle compagnie, que ce soit la croissance, c'était en train de changer des façons de travailler. Juste, je te donne un exemple, les présentations qu'on faisait. Mais tu sais combien de fois on voit des présentations PowerPoint où est-ce que tu arrives devant les clients, puis tu as ta présentation avec la page couverture, après ça, About Us. Ouais. C'est comme moi, j'étais comme à un moment donné, comme, hey les gars, il connaît qui connaît. Okay, si on s'en va devant ce client, il sait qu'il nous rencontre. Okay. Puis deuxièmement, on est une des plus petites compagnies. Pourquoi je veux leur montrer que je suis petit? Et tu sais, parce qu'on mettait, admettant que nous, on avait, je sais pas, 5000 fournisseurs, parce qu'on était dans le business, donc, de la validation des fournisseurs. Je dis, pourquoi je veux leur mettre sur ma première page de présentation qu'on est 5000 fournisseurs, quand je sais qu'ils font affaire aussi, qu'ils vont compétitionner, ou quand notre compétition ont 50 000. Je dis, mettez pas ça. On va mettre
dans un ex, ils veulent un peu plus sur la compagnie, parce que ça se peut qu'ils vont demander, mais on va arriver directement avec la présentation par rapport au client. Mais tout le monde est comme pas à l'aise parce que, mon Dieu, tu es en train de changer un peu la formule, là, parce qu'on est habitué de rentrer About Us, puis là, je m'appelle Georges Karam, je suis le CEO, puis là, tu fais le tour Ouais. de la table, tu en as 15 personnes, tu es déjà endormi. Ouais. Parce que, tu sais, tu as déjà perdu le temps, et puis on a un déficit d'attention. Donc là, on avait changé ça. J'avais même, à un moment donné, on avait un meeting important avec un client. J'ai dit, on fait même pas de présentation, on va leur envoyer nos photos avec nos titres, avec qu'est-ce qu'on fait. On va leur dire, voici qui connaît, on s'en va chez vous. On va pas perdre le temps. On a 1 heure là, on va focuser sur la Ça, présentation. ouais. Renvoyez aussi votre profil. Le client dit, waouh. Tu sais, c'est comme il a trouvé ça un peu audacieux, mais ça a fonctionné. Tu sais, Fait puis que c'est tu ça que tu as besoin penses. de faire. Fait que aussi, tu te mets dans la peau, puis on le voit, c'est aussi simple en ce moment. On a un de nos clients qui fournit plein de bureaux en machine à café puis en café. OK? Ouais, Puis c'est la personne qui a la tâche, la lourde tâche de choisir ça pour son propre bureau là, de 50 employés, là, c'est jamais celle qui signe le chèque. exact. Donc, c'est secrétaire ou c'est Ouais, quelqu'un dans le bureau à qui on a passé cette tâche-là. Puis au final, dans le processus de vente, ben, notre client est jamais présent avec le décideur. c'est ça. Mais la personne qui choisit ça, elle va se ramasser avec la pire décision du Ben bureau ouais. à tous les jours. Si le café est mauvais, si la machine brise, elle va se ramasser avec. Puis comme tu disais, elle se ramasse des fois contre Vanout ou contre Ouais, Nespresso. ouais, ouais. C'est risk-free. Ah, C'est ça. j'ai pris Nespresso. J'ai pris un espresso. C'est, C'est bon. fait mais c'est intéressant parce que c'est tellement vrai de préparer puis de mitiguer ce Absolument. risque-là. Est-ce que dans vos présentations, est-ce qu'il y avait aussi justement comment vous alliez prendre peut-être pas frontal, mais en charge le risque que la personne prend, hein, quelque part? Oui, ben, c'est que tu as besoin de lui offrir un service additionnel que ça vaut la peine de prendre le risque. Et puis Mhm. ça va pas toujours fonctionner, malheureusement, c'est tough parce que tu commences la course un peu Ouais. en retard par rapport aux autres compagnies. Mais c'est quand le client va sentir que tu lui donnes l'attention, qu'il fait confiance que s'il y a un problème, tu vas être là pour le régler. Et c'est là où est-ce qu'il va prendre ce risque. Tu sais, donc, c'est Mhm. une question vraiment de gérer ce risque avec le client, qui se sent assez à l'aise que, OK, je suis en train peut-être de prendre un risque avec Cognibox. C'est une plus petite compagnie, mais je vois leur équipe est dédiée. Je vois que le CEO est dans le meeting, qu'il se met, lui, responsable de l'exécution. Tu sais, et donc, c'est là où est-ce qu'il va commencer. Donc, c'est une question de vraiment de présenter d'une façon où est-ce que le client va se sentir à l'aise, puis le moins de risques possible. Puis j'imagine que cette approche-là a donné des résultats pour la croissance par la Absolument, suite, là. 100%. Ouais. Mais aussi, il faut livrer. Là. C'est-à-dire, c'est pas Oh, juste ouais. aller se présenter et Un dire, robot moi, je chaud. suis votre... euh, comme s'il y a un problème, vous pouvez m'appeler directement. Là, après ça, tu disparais. Donc ça, c'est Ouais. vraiment important. Puis ça, je pense, ça vient avec ta réputation, ça vient avec des références, parce qu'à un Mhm. moment donné, aussi, la seule façon de un peu réduire ce risque pour un client, il va dire, OK, mais donne-moi des références. Tu sais, puis c'est là que ça va faire la différence. Donc, quand tu as des bonnes références, ça va aussi aider Ouais. pour un peu mitiger ce risque. Ouais, effectivement. Et on passe à un autre registre. Tu sais, quand on parle de scaler, de croissance, de rentabilité, euh, pour toi, qu'est-ce qui est la différence entre il y a une croissance, il y a de la rentabilité, puis là, on veut rendre une entreprise vendable. Ouais. Et où le switch? Ben, c'est drôle parce que au début, quand j'étais jeune et ignorant, comme on dit en affaires, puis je recevais des jeunes entrepreneurs qui me pitchent leur idée pour un investissement, je leur demandais toujours c'était quoi leur exit strategy. Mm. Puis après ça, j'ai réalisé que c'est la pire question que tu peux demander, là, tu sais, des entrepreneurs qui viennent de se lancer en affaires. Je leur disais, ça, c'est comme quelqu'un qui se marie puis dit tout de suite, on va signer là, les papiers de divorce. C'est quoi, ça va être quoi? Tu sais, comme Ouais. quand tu embarques dans une compagnie, selon moi en tout cas, tu dois travailler toujours avec une vision de long terme. Parce que, contrairement à ce que le monde pense, de qu'est-ce que j'ai vu dans mon expérience, que ce soit avec Atalca, Cognibox ou même Genetec, où est-ce que j'ai appris beaucoup, c'est ta vision à long terme. Peut-être au début, ça ne te donne pas des résultats tout de suite immédiats à court terme, mais après quelques années, même tes résultats à court terme
vont être mieux que ceux qui focusent sur juste le court terme. Et ça veut dire que quand tu as cette vision à long terme, ce qui fait que tu as des très bons résultats, mais quand tu as des bons résultats, c'est ça qui fait que un potentiel acheteur ou investisseur est intéressé. Un acheteur est intéressé dans une compagnie qui a des bons résultats, donc qui est profitable, qui n'est pas dans un problème, et qui est dans un marché qui a du potentiel de croissance et qui a une bonne équipe. Donc, tu peux regarder, quand tu démarres en business, en affaires, es-tu dans un marché qui a du potentiel? Est-ce que tu bâtis une bonne équipe? Et puis, tu focuses sur des résultats ou une vision à long terme qui va commencer à te donner des résultats à court terme et à long terme. Et c'est ça qui fait que les entrepreneurs, les investisseurs cherchent. Parce que, tu sais, moi, j'ai eu l'opportunité, ben, je suis toujours un opérateur, comme je t'avais expliqué. Je retourne, on est en train de regarder maintenant une autre entreprise où est-ce que techniquement, si ça fonctionne, d'ici couple de mois, je veux retourner dans les opérations, puis j'aime ça. Mais aussi, à plusieurs reprises, je fais partie d'un fonds d'investissement. Et donc, j'étais assis des deux côtés. J'étais l'opérateur qui travaille, puis moi aussi, je suis l'investisseur qui écoute des pitchs de vente, puis je sais qu'est-ce qu'on cherche. C'est ça qu'on regarde. On regarde toujours la structure financière, on regarde les équipes, puis on regarde le marché. Est-ce qu'on est dans un marché qui a du potentiel de croissance? Est-ce qu'on a une bonne équipe? Puis est-ce que la compagnie est financièrement stable? Oui. C'est vraiment les trois leviers que tu vas regarder en partant là, comme tel. 100%. Puis, je te switch de côté. Si on parle des dragons, quand tu dois décider vite, tu regardes le pitch, tu regardes l'entrepreneur. Qu'est-ce que tu regardes en premier, l'entrepreneur comme tel? Ben c'est ça. Écoute, parce qu'on s'entend que, puis pour ceux peut-être qui ne savent pas, mais nous, quand on reçoit les entrepreneurs dans l'œil du dragon, on les a jamais vus avant. On n'a pas reçu leur dossier, on n'a aucune idée. C'est un élément de surprise 100%. C'est vraiment 100%. C'est 100%. Okay. Donc, il y en a beaucoup. Ah oui, t'as pas... Non, vraiment, là, on ne connaît pas leur nom. D'ailleurs, même durant donc, le filming, le studio, ils nous séparent avec vraiment, puis il y en a même des gars de sécurité pour qu'on voit même pas qu'ils se préparent en arrière. Ils veulent vraiment que tu arrives devant moi puis tu pitches. Je connais pas ta compagnie, je connais pas ton nom, rien du tout. Donc, évidemment, ben, tu as 30 minutes ou 40 minutes pour faire une décision. Est-ce que tu es intéressé à investir dans cette compagnie? Donc, c'est sûr, la première chose, c'est l'entrepreneur. Tu sais, c'est sa confiance. Est-ce que tu as confiance en lui? Tu sais, puis ça ne veut pas dire que tu peux juger ça avec quelques minutes au début, mais est-ce que ça te donne un peu l'envie de le connaître? Moi, je dis toujours, est-ce que quand quelqu'un rentre devant moi après 30 secondes, ça me tente de prendre un café avec lui? Ouais. Tu sais? Parce que c'est ça qui fait en sorte que je vais continuer, je vais faire la due diligence, je veux négocier avec lui. Et donc, sa façon de se présenter, sa confiance, son pitch, ses réponses à les questions. Moi, j'aime pas ceux qui y rentrent, puis quand tu leur donnes ton point de vue, ils sont toujours à défensif tout de suite. Tu vois que c'est des personnes que tu vas pas être capable de travailler avec. Donc, vraiment, c'est cette personnalité, les traits de personnalité qui sont importantes pour voir si tu es capable de continuer ou non. Y a-t-il une collaboration possible? Y a-t-il une écoute possible? Parce que vous rentrez aussi, il y a un aspect un peu, des fois presque comme des coachs aussi. Il n'y a pas juste l'investissement, mais il y a aussi, vous allez vous impliquer un peu dans le business pour aider un peu. Mais c'est ça, puis tu rentres pas dans une compagnie, tu n'es pas majoritaire. Hein? Donc ça, c'est aussi, tu investis, l'entrepreneur... il t'intéressait au début par ton coaching mais tout d'un coup, il oublie ça. Ouais. Ça, c'est parfois, on le voit, cette frustration que l'entrepreneur, puis ça fait partie d'être entrepreneur, d'être un peu confiant. Mais parfois, c'est ce que je dis toujours, la confiance et l'arrogance. Donc, moi, quand parfois je travaille avec des entrepreneurs, puis je dis, les gars, là, c'est pas parce que je suis plus intelligent que vous. C'est parce que j'ai fait cette erreur 3 fois ou 4 fois avant, puis j'ai appris. Puis je la vois, là. Je la vois. C'est exactement, j'ai vécu ça il y a quelques années. On s'en va, disons, dans une mauvaise direction. Donc, il y en a qui écoutent, puis qui collaborent, puis il y en a que malheureusement, c'est un peu plus difficile. Ah ouais, hein, malgré l'expérience que tu peux amener et tout, tu le vois. Je dirais plus des difficiles que des faciles. Ah oui, même. OK, quand même. Ben, je pense que les entrepreneurs sont connus pour avoir une tête dure. C'est ça, exactement. Écoute,
Euh, Puis récemment, ça fait-tu longtemps que tu as parti Solindo au Costa Rica? Écoute, ça c'est un projet qu'il y en a beaucoup de monde qui me demandent pourquoi tu as fait ça, puis je leur Ouais, dis j'ai aucune idée. c'est vrai, c'est champ C'est gauche un peu dans c'est- le c'est parcours. complètement dans un nouveau pays. Ouais, Moi j'ai été au Costa Rica durant le COVID, ça fait comme 3 ans, OK. 4 ans, je ne me rappelle plus exactement. C'était ma première visite au Costa Rica, je m'en vais là-bas, tout était fermé ici au Québec, c'était le mois de janvier, il fait froid. Et donc, on a passé 2 mois avec les enfants puis j'étais dans le télétravail. Puis j'ai adoré le OK. pays. Tu sais, ça m'a donné. Puis je suis tombé par hasard dans ce petit coin de Costa Rica que je connaissais pas du tout. Moi, je suis pas un gars qui fait beaucoup de recherches, hein, donc j'étais un peu impulsif dans ma décision. Puis j'ai tellement aimé le coin qu'au début, je voulais juste m'acheter quelque chose pour moi. Et puis l'idée, tu sais comment un entrepreneur, il regarde l'opportunité, il dit oui, pourquoi on fait pas quelque chose de plus grand. Et j'ai eu 2 amis qui ont embarqué avec moi, Paul et Christian, qui ont dit on aime ça, ils sont venus me visiter. Puis de là où est-ce qu'on avait décidé de bâtir quelque chose, où est-ce que au début l'idée c'était pour le télétravail. Moi je dis moi j'ai passé 2 mois là-bas, j'ai travaillé beaucoup moins d'heures, mais Hmm. j'étais beaucoup plus créatif et plus productif. Il fait Ouais. beau, tu es loin de la distraction et tout, donc je voulais offrir ça aux entrepreneurs ou aux jeunes directeurs, entrepreneurs, whatever, qui veulent un peu se ressourcer, travailler à distance un peu. Puis l'idée est partie de ça. Après ça, on a commencé à ajouter un peu de services, la salle de conférence, le yoga, tennis, etc. Puis là, on a un petit centre de retraite qui peut inclure 16 chambres. OK. C'est des suites super belles avec donc toutes la facilité qui viennent avec dans le jungle, dans un environnement excellent pour faire des retraites de travail, des retraites exécutives, des retraites de yoga. Puis c'est ça qu'on fait avec. Puis vous avez, un peu comme on discutait hors micro, là, tu sais, un service vraiment tout inclus. Oui, Là, oui, oui, si oui, les gens veulent un 100%. conférencier, vous pouvez suggérer des choses, Exactement. vous pouvez vous occuper aussi de la gestion de tout ça. Exact. On les reçoit à l'aéroport jusqu'à leur départ. Donc, OK. j'ai une équipe là-bas qui organise donc tout le voyage, qui travaille avec les entrepreneurs ou avec les personnes qui veulent héberger OK. leur retraite pour mettre en place la retraite parfaite pour Fait que de donc la planification à la gestion sur exactement. place et ça. Parce que c'est ça, il y a beaucoup de centres où on a les lieux, on a accès à tous les services, mais il faut C'est gérer un ça. peu soi-même. Fait que c'est quand même Ouais. unique en son genre. Exactement. Ouais. Ouais, c'est super C'est le intéressant. fun, c'est beau. Moi, j'adore aller là-bas. Je passe beaucoup de temps durant, surtout l'hiver, pour un peu trouver une excuse pour fuir un peu Ouais. le froid ici. Puis tu sais, quand je travaille de là-bas, je suis toujours beaucoup plus productif, tu sais, avec les couchers de soleil, avec La vitamine D c'est la naturelle. vitamine, la plage, la mer, les vagues, tout ça. Puis c'est ça, c'est un environnement qui est aussi très safe. Regarde tout ce qui se passe Ouais. maintenant ailleurs, au Ouais. Mexique, mais à Cuba et tout ça. Costa Rica reste un pays très stable pour ça. Ouais, le voyage est Ouais, touché un peu en ce moment, exact. effectivement. Écoute, puis dernière question, je suis curieux de savoir l'initiative du livre. Ouais, Ben écoute, c'est pas banal ton parcours, je pense que ça mérite un livre, là. C'est pas. merci. Ben, est-ce que c'est venu de toi? Est-ce que c'est venu d'une idée de quelqu'un qui voulait Tout- collaborer là-dessus? non, Ou... toutes mes idées sont venues de moi. Ouais, Tu sais, après que j'ai commencé les Dragons, ça fait quand même 7 8 ans, là, le ouais, temps passe vite. Après couple d'années, moi, j'aime ça faire des conférences, tu sais, j'aime ça enseigner, j'aime ça coacher. Je dis toujours, si j'étais pas un entrepreneur, mon job de rêve, c'était un professeur. Mon père était prof, mon grand-père, ma grand-mère, on vient d'une famille où il y a beaucoup de professeurs et puis des enseignants là-dedans. Donc, mais je trouvais que on fait pas assez d'argent avec l'enseignement, mais c'est quelque chose qui est super important. Et donc, je donnais des conférences, je faisais du coaching, puis à chaque fois, tout le monde me disait, ah, Georges, t'as un bon parcours, pourquoi t'écris pas un livre? hmm, Tu sais, au début, tu te dis, tu sais, un peu le syndrome d'imposteur, c'est comme qui je suis pour écrire un livre. Ok, c'est beau, il y en a beaucoup qui ont réussi. Première fois, deuxième fois, troisième fois, à un moment donné, l'idée commençait à germer dans ma tête, puis j'ai commencé à penser. Moi, je suis un gars qui est toujours. Il y a quelque chose qui se passe dans son cerveau, là. Il n'y a pas de temps libre, disons. Donc là, tu sais, je suis au gym, je suis en train de penser au livre. OK, si je le fais comme ça, je vais le faire. Ça va être une biographie par ordre chronologique, mais ça va être vraiment pour aller tirer des leçons. Tous les ingrédients de réussite, la chance, le timing, les équipes, etc. J'ai commencé à l'écrire vraiment ah oui, dans ma toi-même. tête. Ok, ah, Tu ok, sais, oui, oui, ok, au début ok, dans ma ok. tête, dans l'idée, OK, je vais le commencer comme ça, comment mon rêve de quitter le Liban pour m'installer ici, tu sais, parce que ça commence toujours comme ça, Ben là, ouais. l'entrepreneuriat, jusqu'à récemment.
Puis à un moment donné, ça a donné, j'étais au Costa Rica, j'avais du temps. J'ai dit, that's it, c'est maintenant ou jamais. Et je me suis assis, comme ça m'a pris 3 mois seulement, 3, 4 mois. J'ai écrit le draft. Évidemment, je suis pas un bon écrivain. Donc moi, j'ai écrit tout le livre. Et après ça, j'ai collaboré avec donc un ghostwriter qu'on appelle ça, Oui. qui avait fait un excellent travail. Donc elle avait repris mon texte, puis elle l'avait fait plus beau. OK. Ouais, Ah, c'est ben mon comme ça Dieu, que c'est mais tu as arrivé. quand même fait le draft. Oui, 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 il Ouais, fallait. Moi, je voulais pas que quelqu'un raconte mon histoire. Puis, tu sais, je la connais tellement, je l'ai tellement partagée. Puis, il y avait un aspect personnel aussi là-dedans. J'ai Ouais. parlé de ma vie personnelle là-dedans, que c'était plus facile pour moi de l'écrire. Après ça, de le donner à quelqu'un au lieu de Mais des faire des fois, ça peut se entrevues. faire par entrevue, ou Oui, tu sais, c'est quand même ouais. du travail Ah de ouais, ouais, non. s'asseoir. Mais c'était bien. Ça prend quand même Ouais, c'était un bon post-mortem. C'est une bonne réflexion parce que quand tu le Oui. réécris, tu retournes dans des affaires que tu avais fait, puis honnêtement, tu apprends beaucoup sur toi-même et tu apprends beaucoup des nouvelles choses là. Oui. Ouais, Oui, puis juste, puis le fait d'écrire aussi, on dirait qu'il y a il y a une absolument, réflexion plus profonde que si absolument. on fait juste C'est le ça. dicter ou en parler. Ouais, C'est super, écoute, c'est sûr que ça n'a pas été fait encore, mais c'est sur je ma, te le ma conseille table à tout fortement. doux. Écoute, Georges, un énorme merci d'être passé nous voir, vraiment. Merci, merci à J'apprécie vous. beaucoup, toute l'équipe apprécie que tu as accepté. Merci. Euh, Écoute, puis pour tous ceux qui sont intéressés à avoir la checklist, là, on vous demande de... Vous pouvez vous inscrire à notre infolette, dans le fond. Et puis, vous allez la recevoir. On met tous les key points, si on veut, de notre conversation aujourd'hui, mais on met aussi tous les liens là, vers les projets que tu as en ce moment qui peuvent Merci beaucoup. concerner notre audience, là, c'est sûr. Donc, Plaisir, merci. merci beaucoup.